Chères consoeurs, chers confrères, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour votre présence. Nous sommes honorés de recevoir le professeur Rafai Mohamed Abdou. Il est professeur de l'enseignement supérieur de neurologie. Il est aussi le chef de service de neurologie et des explorations neurophysiologiques cliniques au CHU Ibn Rushd. Le professeur Rafai a un doctorat et un master en neurosciences de la faculté de médecine et pharmacie de Casablanca. Il est aussi chercheur au laboratoire de recherche sur les maladies du système nerveux, les maladies neurosensorielles et les handicaps. Épilepsie. Épilepsie a pour origine un mot grec qui signifie « attaquer par surprise », reflétant l'apparition très soudaine et imprévisible des crises. L'épilepsie est une maladie chronique du cerveau qui touche 50 millions de personnes dans le monde, ce qui fait d'elle l'une des affections neurologiques les plus fréquentes. 50% des épilepsies débutent avant l'âge de 10 ans. Les crises résultent de décharges électriques excessives dans un groupe de cellules cérébrales. Ces décharges peuvent se produire dans différentes parties du cerveau. Elles peuvent varier en intensité, allant de brèves pertes d'attention ou de petites secousses musculaires à des convulsions sévères et prolongées. Leur fréquence est également variée. C'est la raison pour laquelle on parle des épilepsies. Quelles sont donc les causes et origines de ces épilepsies? Quels sont les différents symptômes? Quels sont les différents diagnostics possibles? Et enfin, quels sont les traitements proposés? Je passe la parole, sans plus tarder, à notre intervenant de qualité, le professeur Rafai. Bonjour tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier tous les collègues pharmaciens de m'avoir invité à leur 23e journée scientifique internationale. Remercier particulièrement le bureau de syndicat des pharmaciens de Casablanca et encore particulièrement mon ami le Dr Hachad et Dr Hassouni pour leur accueil et leur invitation. Alors en fait, Dr Hassouni a bien résumé la problématique, mais en fait, parler de l'épilepsie, c'est vrai que quand on a le diagnostic d'une maladie épileptique et que le malade a ce diagnostic confirmé, qu'il prend son traitement, il cherche son traitement régulièrement, ça ne pose généralement pas de problème. Mais le chemin pour arriver à ce diagnostic reste très compliqué. C'est ça un peu la démarche que je vais essayer d'aborder avec mes collègues pharmaciens, parce que c'est l'approche la plus pratique et que j'ai vu un peu sur le thème principal de la journée, c'est l'importance du pharmacien dans le système de santé. En fait, le pharmacien est une partie prenante dans la prise en charge de nos patients sur plusieurs aspects, et c'est ce qu'on discute même lors des cours pour les jeunes pharmaciens à la faculté de médecine et pharmacie, c'est de souligner effectivement le rôle et l'importance et la place du pharmacien dans la prise en charge de tout patient marocain et non marocain, bien sûr. Alors, je vais aborder cette question de la façon suivante. Et là, vous voyez, de la crise, et j'ai mis la crise entre guillemets pour vous dire que c'est compliqué quand même. Et vous savez très bien qu'en neurologie, il y a tout ce qu'on appelle phénomène paroxystique, c'est-à-dire des choses qui viennent et qui disparaissent. Et qui, parmi nous, n'a pas eu de phénomène paroxystique dans sa vie, c'est-à-dire des fourmillements qui disparaissent, une lenteur qui survient, qui disparaît, et donc on est toujours inquiet. Est-ce qu'il s'agit effectivement d'une crise, de quelque chose ou autre chose? Et arrivé à la maladie épileptique, et là j'introduis cette grande différence entre crise dite épileptique et maladie épileptique, qui sont deux choses différentes et qui ont des implications thérapeutiques et de prise en charge énormes, parce qu'une crise épileptique, on n'est pas obligé de garder un traitement au long cours. Mais une maladie épileptique, quand on a le diagnostic, c'est un traitement au long cours avec des recommandations bien précises de durée de traitement. Voilà. Alors, pour introduire le sujet, je vais vous rapporter quelques faits, quelques chiffres rapidement, juste pour souligner l'importance de ce sujet, qui sont les crises épileptiques. C'est pour dire que la survenue d'une crise
dans la vie d'un patient ou d'un être humain. C'est un peu difficile à vivre parce que quelqu'un qui était normal et que brutalement il fait une crise, une perte de connaissance, ou sans perte de connaissance, c'est-à-dire des mouvements anormaux, brusques, comme ça, sans aucun préambule, ça complique la vie et donc le retentissement social de la survenue d'une crise épileptique, elle est lourde, est très très important et donc ça nécessite une prise en charge particulière et minutieuse. Alors, généralement, quand la crise elle est grand mal, c'est ce qu'on connaît un peu, c'est la crise tonico-clonique, c'est quand le malade fait les mouvements moteurs compliqués, c'est ce qu'on appelle la crise spectaculaire. Mais il faut savoir que cette crise spectaculaire, qui est la crise motrice, ne représente que 50% des cas. Alors qu'on a 50% d'autres cas de crise qui sont épileptiques, mais qui sont malheureusement sous-diagnostiqués, parce qu'il s'agit d'autres symptômes qu'on verra à travers un descriptif sémiologique et qu'on verra rapidement à travers des vidéos essentiellement, pour vous montrer un peu la complexité de ce sujet. Et bien sûr, j'ai mis que c'est un vrai challenge, effectivement, vous allez le voir, parce qu'un patient qui vient vous voir, parce que je le dis toujours, le pharmacien, il est également une interface directe avec le patient, et souvent, une grande majorité de patients, ils consultent leur pharmacien du coin pour leur dire « hier, j'ai perdu connaissance ». Ça, c'est juste un exemple simple. C'est une réalité. C'est-à-dire avant même de consulter, avant même de se poser des questions. Et là, moi, je trouve que le docteur en pharmacie il a un rôle très, très important pour orienter avec de simples questions qui ne prennent que moins d'une minute, on va le voir, et qui permet parfois d'orienter le patient vers ce qu'on appelle la vraie crise épileptique, et c'est ce qu'on appelle la mimix crise, qui ne sont pas, parce que tous ceux qui perdent connaissance ne veulent pas dire qu'ils ont des épilepsies. Et j'ai après vous donner des chiffres, ça va vous alarmer, ça va vous donner l'impression qu'effectivement il y a beaucoup de... Un challenge diagnostique dans ce sens, c'est les mimix crises, qui ne sont pas des vraies crises, et que malheureusement les gens ils sont sous traitement pour des non-crises d'épilepsie. Et c'est ça un peu le danger, et là vous le savez mieux que moi, le danger de certains antiépileptiques, et surtout s'ils sont prescrits pour autre chose qu'une crise d'épilepsie. Thérapeutique, on va le voir rapidement, ça c'est votre... Alors, quelques faits, quelques définitions, c'est juste pour vous dire que, je ne sais pas, là ça ne passe pas. Voilà, ça c'est important à connaître. Il faut savoir qu'on est tous dans cette salle prédisposés à faire une crise d'épilepsie, ça c'est la réalité. Et que ce risque de faire une crise d'épilepsie, je n'ai pas dit une maladie épileptique, et là j'insiste souvent sur cette différence entre faire une crise d'épilepsie et être épileptique. C'est différent, mais on est tous exposés. Si on fait un petit traumatisme crânien, on est exposé à faire une crise d'épilepsie. Si je suis diabétique et que je fais une hyperglycémie ou une hypoglycémie, je peux faire une crise convulsive. Si j'ai un problème ionique pour une raison ou une autre, je suis insuffisant rénal, et que le taux de calcium change, donc je peux faire une crise convulsive avec perte de connaissance. Donc on est tous prédisposés. Alors cette prédisposition augmente bien sûr quand le sujet a d'autres maladies, surtout neurologiques sous-jacentes. Si j'ai par exemple des lésions vasculaires cérébrales et que j'ai un petit traumatisme, je peux convulser. Si j'ai par exemple une maladie neurologique type maladie d'Alzheimer ou sclérose en plaques, je peux convulser parce que j'ai une prédisposition encore plus importante. Par contre, ce risque a été calculé dans la population générale de 5 à 10%, et dans ce groupe de 5 à 10%, il y a une petite proportion qui va aller vers la maladie épileptique, qui va être épileptique, et mon collègue Dr Hessouni a souligné les 50 millions quand même d'épileptiques dans le monde, et ça c'est les épilepsies diagnostiquées. Il y a beaucoup d'épilepsies non diagnostiquées, vous allez le voir vous-même à travers les vidéos que je vais projeter, et qu'on passe à côté de beaucoup de crises épileptiques. Voilà, deuxième point très important. Pour chaque diapositive, je donnais un ou deux messages. Diapositive importante dans le sens que quand je fais une crise d'épilepsie, pour une telle raison, un petit traumatisme crânien, un AVP, quelque chose, diabétique, autre chose, j'ai un risque de récidiver. Et ce risque de récidive a été calculé, et donc, pour une première crise qui est provoquée par un phénomène, c'est-à-dire un traumatisme, une hypoglycémie, une insuffisance rénale, une maladie neurologique, le risque, elle est de 3 à 10%, mais quand la crise est non provoquée, et là j'introduis cette notion
nouvelle, c'est que quand on a une crise, il faut toujours chercher est-ce qu'elle a été provoquée par quelque chose ou c'est une crise qui n'est pas provoquée par autre chose. Une crise, après un amnèse, après un interrogatoire, on ne trouve pas de cause évidente. Il n'y a pas de traumatisme, il n'y a pas de trouble ionique, il n'y a pas d'accident vasculaire, il n'y a pas. Donc c'est une crise non provoquée. Et là, je peux vous souligner que le risque de récidiver, elle est plus important. Et là, ça justifie le passage à ce qu'on appelle la maladie épileptique, parce que c'est une crise qui n'a été provoquée par aucun événement et que le malade a récidivé. Et il faut savoir que quand un malade fait une crise non provoquée et qu'il fait une deuxième crise, dans 80%, il va évoluer vers la maladie épileptique. Et là, c'est juste des notions et des chiffres pour... Et là, je pense qu'on a bien introduit cette notion très importante sur le plan sémiologique, c'est cette différence entre une crise épileptique et une maladie épileptique. Et là, le seul message que j'aimerais bien transmettre, c'est que ce qu'on voit aux urgences comme crise convulsive ne représente, comme je l'ai dit, que 40 à 50%. Alors qu'il y a beaucoup de phénomènes paroxystiques qui sont épileptiques et que le malade ne consulte pas. Quand je fais des paresthésies de l'hémiphase et qui récidive, c'est-à-dire que je fais une paresthésie de 30 secondes, ça passe, mais dans 2 semaines, 1 mois, je peux faire, c'est un phénomène paroxystique. Et c'est un phénomène paroxystique qui est systématisé. Et je donne les paresthésies juste comme exemple. Ça peut être une crise épileptique sensitive. Donc je n'ai pas fait de mouvement, je n'ai pas perdu connaissance, mais je suis épileptique. Voilà, donc ça c'est un exemple. Deuxième exemple, il y a une centaine, quand je fais des troubles du comportement paroxystiques. Je suis bien, je commence à rigoler d'une façon bizarre. Et après ça part et dans 2 semaines je le fais. Les gens ne comprennent rien, bon ça passe, peut-être que j'ai une crise de... Mais après ça peut être une lésion hypothalamique, c'est la crise gélastique, c'est ce qu'on appelle les crises gélastiques. Elles se manifestent uniquement comme ça. Mais c'est un phénomène, et là je souligne un terme très important qu'on peut poser aux patients, est-ce que votre phénomène, elle est paroxystique? Et elle est brève. Ce sont 2 termes très très importants dans la définition d'une crise d'origine corticale. C'est le paroxysme, ça survient et ça disparaît, et c'est bref. Alors maintenant, voilà, comprendre la crise, mais vraiment rapidement. Qu'est-ce qu'une crise? Ça a été bien défini. Une crise, bien sûr, c'est une décharge du cortex cérébral. Et ça, le message clé, c'est que l'origine des crises, c'est le cortex cérébral, ce n'est pas les autres structures. Et le cortex cérébral, comme vous le savez très bien, d'une façon très schématique, c'est ça. Et là, vraiment, d'une façon simplifiée, vous voyez que le cortex cérébral, on le divise en plusieurs lobes. Il y a le lobe frontal, il y a le lobe pariétal, occipital, temporal. Et donc, bien sûr, en fonction de la zone concernée par cette hyperactivité neuronale, par cette décharge neuronale, le symptôme va être différent. Si j'ai une décharge au niveau occipital, vous pensez que vous allez faire des mouvements anormaux? Non. L'occipital, c'est la vision, donc vous risquez d'avoir des hallucinations, vous risquez d'avoir des illusions, et qui surviennent et qui disparaissent. Et là, c'est une crise d'épilepsie. Je peux avoir le lobe pariétal qui est touché, donc c'est les troubles sensitifs. Je peux avoir le lobe temporal, et c'est les troubles comportementaux, c'est les troubles émotionnels. Je vais commencer à pleurer sans raison, je vais commencer à rigoler sans raison. Ça peut être une crise d'épilepsie. Ça, c'est les neurones du cortex, c'est juste pour vous simplifier un peu la compréhension. Et là, on part sur cette distinction. Donc voilà, je donne des notions simples, juste qui sont le basique de comprendre les épilepsies. Différence crise, maladie. Maintenant, différence entre une crise focale et une crise généralisée. Et quelle est la différence? C'est que dans la crise focale, il y a juste un groupe de neurones qui décharge. Par contre, dans la crise généralisée, il y a tout le cortex qui décharge d'une façon hypersynchrone et hyperactive en même temps. Et généralement, dans les crises généralisées, il y a la perte de connaissance. Parce qu'il y a une décharge du cortex importante, il y a une déconnexion avec les structures profondes qui contrôlent un peu la vigilance, qui contrôlent le contact, qui contrôlent le comportement. Et donc on a une perte de connaissance. Notion importante également, crise focale et crise généralisée. Alors pourquoi c'est important? On le verra sur la diapositive suivante, et c'est très 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 important sur plusieurs
aspects. Alors, vous savez que sur le plan physiopathologique, mais d'une façon simplifiée, ça vous le connaissez mieux que moi, c'est qu'au niveau du système nerveux, on a deux neurotransmetteurs clés, ce qu'on doit retenir. Il y a les glutamates, il y a le GABA. Le GABA, par définition pharmacologique, c'est un inhibiteur. Les glutamates, c'est des excitateurs. Alors, vous voyez qu'on dit que la balance, elle doit être toujours comme ça. Mais c'est la seule balance qui est un peu inclinée, mais qui est dans la normale. Donc, juste pour vous... Une balance, normalement, doit être équilibrée. Mais dans notre système nerveux, c'est notre balance normale. C'est qu'il y a plus une tendance à avoir de l'inhibition, et tant mieux pour nous. Parce que tout le monde, elle peut veiller un jour jusqu'à 2 heures du matin, chose qui n'est pas conseillée de toutes les façons. Elle peut passer une nuit pour une fête jusqu'à 7 heures du matin, chose qui est déconseillée formellement, même pour le sujet normal. Bon, mais ça arrive. Et dans ce cas, c'est heureusement qu'on a cette inhibition qui prédomine pour freiner. Et je vous ai dit dans le début, c'est qu'on est tous prédisposés à faire des crises. Et croyez-moi, on a reçu pas mal de patients non connus épileptiques au décours d'une fête de mariage. Elle est restée éveillée jusqu'à 6 heures du matin et elle vient aux urgences pour une crise d'épilepsie. Oui, parce que son système GABA, il a essayé de freiner, mais elle n'a pas pu. Elle a lâché, parce qu'elle est restée jusqu'à 6 heures du matin. Bon, elle doit assumer. Le glutamate, c'est de l'excitation. Et quand on a effectivement l'épilepsie, c'est ça. Soit il y a une maladie, soit il y a une mutation génétique, soit il y a un phénomène X ou Y qui va inverser la balance, c'est-à-dire qu'il va diminuer l'activité GABA et qui va augmenter l'activité glutamate. Et si on retient juste ces deux neurotransmetteurs, c'est les plus importants. Et là, j'aime bien ce schéma simple qui résume la crise épileptique, qui résume ce qui se passe au niveau du cerveau, mais d'une façon très simple. Et ça, vous le savez mieux que moi, parce que vous êtes des pharmaciens, donc c'est un peu la pharmacologie des neurotransmetteurs. Et c'est sur ça qu'on se base pour traiter. Parce que vous le savez très bien, que le traitement antiépileptique, et retenez ça simplement, il y a 3 volets, simples. Soit on agit pour augmenter l'activité GABA, soit on donne des médicaments qui vont réduire l'activité glutamate, soit on donne les nouveaux médicaments qui vont stabiliser la membrane. Ils vont stabiliser la membrane neuronale. Et donc, ils vont réguler tout ce qui est canaux ioniques. En 2 secondes, qu'est-ce qui se passe? Il y a un potentiel d'action, c'est ce qu'on appelle l'hyperactivation du neurone, c'est la définition de la crise. Un potentiel d'action, une ouverture du canal sodium-calcium, dépolarisation, relargage du glutamate. Ça, c'est la synapse glutamatergique. Et bien sûr, il y a 2 récepteurs connus, le NMDA et l'AMPA, sur lequel va se fixer le glutamate. Elle va entraîner une dépolarisation importante du neurone postsynaptique et c'est la crise épileptique qui va se déclencher immédiatement parce qu'il y a une hyperactivation de ces neurones. De l'autre côté, le GABA, bien sûr, fait son rôle. Le neurone GABAergique, il fait son rôle en sécrétant du GABA qui va se fixer sur le récepteur GABA-A, qui va faire entrer le chlore, et ce chlore, il va inhiber cette dépolarisation. Donc, il y a une action dans notre système nerveux qui se passe comme ça. Et donc, si vous avez une anomalie d'un côté ou de l'autre, c'est la crise d'épilepsie. Si quelqu'un ne fait pas son rôle, c'est la crise d'épilepsie. Alors, pourquoi j'ai dit c'est important de faire la part des choses entre crise focale et crise généralisée? Parce que le pronostic est différent. Parce que l'enquête étiologique est totalement différente et parce que la molécule pharmacologique qu'on va donner est différente. Et donc, faire la part des choses, je sais que ce n'est pas toujours évident. Pourquoi ce n'est pas toujours évident? Tout simplement parce qu'il y a certaines crises partielles qui peuvent passer inaperçues et on ne reçoit le malade que ce qu'on appelle en cas de généralisation secondaire. C'est-à-dire que le primum movens, ce n'est pas une crise généralisée, mais c'est une crise focale, mais le cortex a généralisé rapidement. Exemple, je démarre ma crise au niveau frontal, mais grâce aux structures de connexion. Quelles sont les structures de connexion cérébrale? Elles sont connues, c'est le corps calleux, en plus des connexions interlobaires entre les lobes. Donc, je démarre ma crise au frontal, mais ça diffuse rapidement à travers le corps calleux et je généralise, je perds connaissance et j'arrive à un état
crise généralisée. Alors, là, c'est un chapitre très, très important. J'ai présenté des mouvements anormaux, j'ai présenté une perte de connaissance ou des symptômes paroxystiques, mais est-ce que je fais réellement une crise d'épilepsie? Votre avis? Non, ce n'est pas toujours le cas. Et là, je vais vous donner ces chiffres. Et les chiffres que je vous donne, c'est dans des centres spécialisés et sur des centres de consultation d'épilepsie. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est que je vais simplifier le schéma, c'est entre 20 et 50% des cas référés dans des centres spécialisés pour épilepsie dite pharmacorésistante, ce ne sont pas des crises d'épilepsie. Bien évidemment, elle va être pharmacorésistante, parce que vous traitez autre chose que l'épilepsie. Et là, je vous dis, c'est dans des centres tertiaires, c'est-à-dire quand on reçoit, par exemple, 100 cas de maladies épileptiques, sous traitement antiépileptique, et après le médecin, il va dire qu'il ne répond pas au traitement antiépileptique. Quand on le réfère à un centre tertiaire, on s'est rendu compte que jusqu'à 50%, il s'agit d'autre chose qu'une crise d'épilepsie. Alors, autre chose, c'est quoi cette autre chose? Alors, avant de dire quoi autre chose, j'insiste sur ce diagnostic positif important parce que les implications sont énormes. Énormes. Quand vous qualifiez un malade d'épileptique ou de crise épileptique, avant de le qualifier de maladie épileptique, vous savez très bien qu'il y a un retentissement immédiat sur ses activités. Quand un malade vous fait une crise, est-ce que vous allez le laisser conduire juste après? Non. Voilà un impact immédiat sur la vie. Quand un malade est classé malade épileptique, au moins au début, je dis au moins, parce que même un malade épileptique a le droit de vivre normalement, s'il est bien équilibré, mais au moins au début, ça va retentir sur ses activités. Il ne peut pas, un jeune, vous ne pouvez pas lui laisser conduire, vous ne pouvez pas lui laisser faire de l'escalade, il ne peut pas faire de surf, il ne peut pas faire... Bon. Vous voyez, donc dans le début, il y a un retentissement très très important. C'est pour ça que poser le bon diagnostic d'une maladie épileptique ou d'une épilepsie, elle est cruciale, elle est très 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 importante. Et en fait, c'est le challenge le plus important dans la vie d'un médecin qui veut poser le diagnostic. Deuxièmement, c'est quand vous traitez, vous donnez du valproate, vous donnez de la carbamazepine, vous donnez de l'évitiracetam, vous donnez de topiramate, vous donnez de l'évitiracetam, donc c'est de ce que vous voulez comme traitement, de la lamotrigine. Quand vous donnez ça pour un malade qui n'est pas épileptique, déjà vous ne traitez pas correctement le malade. Il y a des risques cardiaques, vous savez qu'il y a pas mal de molécules à risque cardiaque. Il y a le risque d'allergie, et vous savez qu'avec la carbamazepine et la lamotrigine, on peut avoir des effets allergiques très très importants, et parfois sévères et mortels. Donc en plus, vous n'avez pas posé le bon diagnostic, mais on aggrave le malade sur plusieurs aspects. Je ne parle pas du bilan hépatique, rénal, petites choses. Ça, pour nous, c'est plus simple que... Alors, c'est ça la conclusion des experts de l'épilepsie. Et là, j'aime bien cette phrase. Ils vous disent qu'un diagnostic erroné d'une crise épileptique peut être plus stigmatisant et plus dangereux qu'un diagnostic retardé. Alors, qu'est-ce qu'elle préconise? Elle préconise de prendre son temps. C'est pour ça que je vous ai dit dans l'introduction qu'un malade épileptique confirmé, connu, qui prend son traitement ne pose pas vraiment de problème. Mais le problème, c'est à cette étape. Et donc, la majorité des experts, elle préconise de retarder un peu le diagnostic quand vous êtes face à une première crise, quand vous avez un doute, quand vous n'avez pas encore complété le bilan, et de ne pas se précipiter à prescrire des molécules antiépileptiques alors que vous êtes dans le doute. Ça, c'est la règle en or qu'on doit garder en tête pour la prise en charge des épileptiques. Alors, quels sont ces... Vous savez, si je uniquement parler des mimiques crises, on peut rester une journée. Et donc, vous savez que, mieux que moi, qu'un AIT, l'accident ischémique transitoire, c'est quelque chose de paroxystique et de transitoire, d'ailleurs. C'est-à-dire, je peux avoir une baisse de l'acuité visuelle, je peux avoir un mouvement de la main droite et qui passe. Et d'ailleurs, c'est la définition d'un accident transitoire. Est-ce que je vais le traiter comme crise? Parce qu'elle a fait un phénomène paroxystique, bref, passager, qui peut se répéter. Donc, si je ne pose pas le bon diagnostic, je le traite d'une façon erronée. Et quel est le risque encore pire que ça? C'est que je passe à côté d'un AIT qui est le signal d'alarme d'un AVC. Et donc, si je passe à côté, dans 2 semaines, il va venir avec un accident vasculaire constitué parce que je n'ai pas fait la part des choses, une crise et un AIT. Ça, c'est juste un exemple.
Et là, vous voyez un peu la liste des exemples. Je ne sais pas si vous avez la main pour me passer les vidéos. La main pour passer les vidéos. Bon, c'est juste des vidéos pour vous montrer la complexité de la chose. Je peux passer d'ici ou non? Non. Vous cliquez juste sur la vidéo. Voilà. Voilà. Parfait, merci. Là, vous voyez ce patient, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des mouvements brusques. Si vous pouvez voir un peu rapidement, mais on va passer. Regardez. Voilà. Voilà. C'est des mouvements brusques. C'est des myoclonies. C'est des myoclonies. Retenez l'image et on va expliquer après. Deuxième, on passe à la deuxième. Là également, c'est un patient qui fait des mouvements brusques. C'est des mouvements anormaux. Brusques, continus. Là, vous voyez un peu. Et tout ça, c'est des mouvements anormaux. Mais est-ce qu'on va les classer comme épileptiques? Non. Les deux, ce n'est pas des épilepsies. Le premier, c'est une dystonie myoclonique, mais ne retenez pas, c'est un peu... Et le deuxième, c'est une dyskinésie en neuroleptique. C'est un malade qui a pris beaucoup de neuroleptiques et qui a fait l'effet secondaire que vous connaissez très bien. Les dyskinésies tardives en neuroleptique, c'est des malades qui font des mouvements normaux, mais ce n'est pas de l'épilepsie. Donc, malgré que c'est... On passe... Pardon. On peut passer également les vidéos. Voilà. Donc là, c'est un autre mouvement anormal, brusque, qui survient, mais est-ce qu'on va le classer comme épileptique? Ça, c'est un syndrome cérébelleux qui n'a rien à voir avec l'épilepsie. La deuxième, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous remarquez sur la vidéo? Rien, rien de spécial? En fait, rien de... pas grand-chose. Une grande différence entre la première et la deuxième. Ben, le premier, ce n'est pas une épileptique, mais la deuxième, c'est une épilepsie. Juste pour vous dire qu'on peut passer à côté. Et la deuxième, elle ne fait pas de choses particulières à part ça. C'est le seul mouvement qu'elle fait, et c'est une épilepsie myoclonique juvénile qui nécessite un traitement de fond. Donc, vous voyez un peu la complexité de poser le diagnostic et de faire la part des choses. La suivante, et je termine avec ça pour me dire, qu'est-ce que vous... Non. Cliquez sur les vidéos, s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez chez cette patiente? Des secousses. Oui, des secousses un peu de la joue gauche. Il y a des secousses de la joue gauche. Vous le voyez. C'est persistant. Cliquez sur la deuxième, s'il vous plaît. Pardon. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Une déformation faciale. Il y a une déformation faciale persistante, mais après, elle va être non persistante. Regardez, regardez. Il y a une déformation faciale, mais ce n'est pas une paralysie faciale. Voilà. Et là, vous voyez des secousses. Vous êtes d'accord? Vous voyez des secousses de l'hémiface gauche. Alors, quel est l'épileptique, quel est le non-épileptique? Elles font les deux. Non. Non, non, vous avez raison, parce que ça prête confusion, oui. Ça prête confusion avec la paralysie faciale et avec les séquelles d'un AVC. Mais en fait, la deuxième, c'est un spasme de l'hémiface. C'est pour ce spasme qu'on fait la toxine botulique, que vous connaissez très bien. La toxine, c'est pour ce spasme de l'hémiface. Ce n'est pas une crise d'épilepsie, il ne faut pas le traiter. Par contre, la première, c'est une épilepsie pharmacorésistante. C'est le syndrome de Rasmussen. Comme je vous ai dit, on ne retient pas les noms, mais l'essentiel, c'est de dire qu'entre les deux, ils font des secousses de l'hémiface, mais l'une, c'est une épileptique, et la deuxième, c'est juste un spasme de l'hémiface. Peut-être que vous voyez parfois, c'est les malades qui font un spasme paroxystique, qu'on traite par toxine botulique, ça donne de très bons résultats. Voilà. Vous voyez un peu la complexité de faire la part des choses, mais pour résumer un peu les choses les plus importantes que j'aimerais bien partager avec vous dans le sens de diagnostic différentiel d'une vraie crise, il y a les syncopes. Je pense, vous avez régulièrement des demandes de syncope, syncope, perte de connaissance, sujet âgé parfois.
Et les CNEP, qu'est-ce que ça veut dire CNEP? Parce que c'est une notion que j'aimerais bien introduire. La CNEP, c'est la crise non épileptique psychogène, qui est un cadre nosologique fréquent, très fréquent, et on passe à côté, et on peut traiter à tort. Alors, c'est des crises qui ressemblent vraiment à une crise épileptique. La syncope, pourquoi? Parce que, comme vous savez très bien, que la syncope, c'est une perte de connaissance transitoire qui est due à une diminution du débit cérébral, syncope. Et les syncopes, vous connaissez un peu plein de types de syncopes. Syncope réflexe. Il y a des gens, au cours d'un prélèvement sanguin, ils partent. Il y a les syncopes de l'hypotension orthostatique, et c'est les plus fréquents, surtout chez le sujet âgé. On en a parlé ce matin rapidement, le sujet qui prend certains médicaments qui font chuter la tension, il ne se rend pas compte et se lève pour aller aux toilettes. Et on a eu pas mal de cas pour bilan d'une crise d'épilepsie, c'est parce qu'elle a perdu connaissance d'une façon transitoire. Et il y a les causes cardiaques. Mais je ne vais pas m'attarder, bien sûr, sur ça, ce n'est pas mon orthostatisme, je passe vite. Alors, insister surtout sur ça, parce qu'on a dit le rôle du pharmacien. Le rôle du pharmacien, il est très important, bien sûr. Juste des petites questions peuvent faire la part des choses. Déjà, est-ce que vous prenez des médicaments? En voyant l'ordonnance du médecin, d'un autre médecin, parfois on ne fait pas attention, 2 ordonnances différentes, 2 molécules, avec interaction qui aggrave le symptôme, ça existe. Et donc, rien avec ces molécules, vous savez très bien que toutes ces molécules peuvent donner des syncopes, peuvent donner de l'hypotension orthostatique, et donc qui peuvent prêter confusion. Et le malade, quand il vient vous voir, soit dans votre officine, soit chez le médecin, il vous dit que j'ai perdu connaissance. Et perdre connaissance ne veut pas dire crise d'épilepsie. Alors, là, je vous ai résumé un peu, c'est ce que j'ai dit, j'ai résumé un peu quels sont les points de diagnostic différentiel simples, par des simples questions, entre une syncope et une vraie crise. Et là, vous voyez, en rouge, c'est les crises, les syncopes en bleu, et là, le type de mouvement, la rapidité, parce que la reprise, là, vous le savez très bien, la reprise de la conscience, elle est plus rapide dans les syncopes. C'est-à-dire le malade, il perd conscience, mais après, il se ressaisit. Alors que dans les crises d'épilepsie, ça prend un peu plus de temps. Moi, je le disais toujours aux étudiants en pharmacie, je leur dis que le syncope, elle se réveille avant l'arrivée des secours. La crise épileptique, elle se réveille dans l'ambulance. Donc, cette différence, elle fait la part des choses. Avant l'arrivée des secours, le malade, il est bien, donc c'est une syncope. Alors que la crise épileptique, ça prend du temps avant qu'il prenne conscience d'une façon lucide. Et rien que ce délai, elle fait la part des choses. Une chose importante, la morsure de la langue. Vous savez qu'il y a des choses sémiologiques simples qui peuvent faire la part des choses. Le syncopal, quand elle mord la langue, c'est au niveau apical. L'épileptique, quand il y a une morsure, je ne dis pas qu'il y a toujours morsure de la langue, mais quand il y a une morsure de la langue, c'est latéral. Alors le syncopal, c'est léger. L'épileptique, elle peut trancher la langue avec un saignement, avec tout ce que vous connaissez comme morsure de la langue. On peut passer, s'il vous plaît, la vidéo. Là, qu'est-ce que vous en pensez sur ce malade? Un tremblement. On peut dire un tremblement dans la sémiologie, le descriptif sémiologique. Et voilà, il a perdu connaissance. Alors, c'est ce qu'on appelle la syncope convulsivante. La syncope convulsivante. Elle a un problème respiratoire et au cours de la gêne respiratoire, elle a fait une hypoxie et elle a fait une syncope convulsivante. Aucun lien avec l'épilepsie, mais quand on le voit, on pense que c'est une crise d'épilepsie. Non. Aucune nécessité de traitement. C'est les syncopes convulsives. Ça, je vous montre juste un cas personnel, c'est-à-dire que c'est un patient qui a une crise convulsive avec morsure de la langue. Vous voyez la morsure très très importante, latérale de la langue, avec un traumatisme important. Donc voilà, ça fait la part des choses quand même, rien qu'en voyant le descriptif. Par contre, j'aime bien cette vidéo, pourquoi? Parce que c'est important. On passe, s'il vous plaît, là. Regardez, c'est une patiente. Et là, je vous résume l'histoire de la maladie rapidement. C'est une patiente qui a été traitée par carbamazépine pendant 8 ans. Je souligne ça. Pour épilepsie.
Bon, il a été étiqueté, vu par les médecins et tout, étiqueté comme épileptique, 8 ans de carbamazépine, et la patiente ne s'améliore pas vraiment. Et on augmente les doses, on associe parfois, elle ne s'améliore pas. Et dans un centre tertiaire, regardez ce qui s'est passé au cours de l'enregistrement EEG, ça c'est l'enregistrement EEG, et la patiente qui progressivement, elle a perdu connaissance. Vous l'avez vu, vous l'avez remarqué quand même. Et là, une chose très très importante, c'est que j'ai insisté sur la diapositive des risques de démarrer un traitement chez un malade non épileptique, c'est que c'est une patiente avec un simple ECG, malheureusement je n'ai pas le pointeur, avec un simple ECG, on a pu mettre en évidence un bloc de branche auriculo-ventriculaire pour lequel elle a été traitée, alors qu'elle a été traitée par carbamazépine pendant 8 ans. Juste un exemple. Alors que le G, avec un simple, ce qu'on appelle ligne de CG, elle a permis de poser le diagnostic, de rectifier le tir. Et donc, en fait, la carbamazépine, il le prenait avec toute la toxicité hépatique, hématologique, les risques de syndrome de Lyell et tout, pour quelque chose qui est cardiaque. Bon, ça a été juste ce message très, très important. La CNEP, qu'est-ce que la CNEP? La CNEP, c'est une notion récente, mais qui est très importante à connaître. C'est que ce sont des patientes, souvent, c'est souvent du sexe féminin, plus de 70%, et qui font des crises non épileptiques psychogènes. S'il vous plaît, on ne parle plus de hystérie, de psychique, non, mais c'est des crises non épileptiques psychogènes parce qu'ils ont toute la description d'une crise d'épilepsie quand vous voyez la patiente, mais en fait, quand vous faites l'EEG, l'électroencéphalogramme, elle est normale au cours de la crise. C'est la seule différence. Et malheureusement, ce sont des patientes qui sont traitées par antiépileptiques. Alors, ce qu'il leur faut, c'est plutôt une prise en charge psychologique d'accompagnement et sont traitées pendant des années par des antiépileptiques. C'est la CNEP. Pour ne pas tarder, je vais vous passer juste quelques vidéos, parce que c'est un concept magnifique, la CNEP, parce qu'il y a... Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a trouvé que dans la CNEP, il y a toujours une histoire dans les antécédents de la patiente, de traumatisme psychique, de beaucoup de choses, de souffrances dans l'enfance, et qui se révèle tardivement par ces CNEP, et qui nécessite vraiment une prise en charge psychologique très très importante. Voilà, on peut passer la vidéo s'il vous plaît. Ça c'est un cas. Non. Cliquez sur la vidéo s'il vous plaît. Et ça donne l'impression comme si le malade fait des crises motrices. Et vous allez voir les deux autres vidéos. Ça, ce n'est pas du tout une crise d'épilepsie, même si c'est d'un seul côté, mais ça peut prêter confusion. La deuxième, ça c'est une crise qu'on a reçue aux urgences neurologiques. Cliquez s'il vous plaît sur la vidéo. Voilà, c'est une jeune fille qui est venue avec des crises de ce type. Et donc on pensait que c'est des crises convulsives. En fait, c'est des CNEP. Donc aucune nécessité de traitement médical. Mais bien sûr, elle a eu la voie veineuse parce qu'au début, on croyait qu'elle faisait des crises. On s'apprêtait à donner des benzodiazépiniques. Mais la sémiologie, en fait, qu'on ne va pas détailler parce qu'on n'a pas le temps, orientait plus vers une CNEP que vers une épilepsie. Et le dernier diagnostic différentiel, on peut cliquer sur la vidéo. Voilà. Donc, quand on voit ce patient, bien sûr, on a l'impression qu'il s'agit de crise épileptique. Elle convulse. Il fait des mouvements un peu stéréotypés, c'est important. Mais en fait, c'est une CNEP, ce n'est pas une crise d'épilepsie. Et là, il y a juste un petit signe simple pour qu'un malade fasse une crise convulsive, motrice. Et quelle est votre remarque un peu particulière chez ce patient? Qui vous a un peu dérangé quand même. Vous voyez, elle a une perfusion. Vous voyez que la perfusion, elle est restée à sa place. Elle n'a pas bougé. Vous pensez qu'un épileptique avec perte de connaissance va faire attention à sa voix pour la laisser et faire la crise par ailleurs. Et là, rien que ça témoigne effectivement. Mais quand je dis ça, ce n'est pas un trouble psychique, mais c'est une prise en charge spécifique de ces patients qui doit être importante. Ça, c'est juste un signe, ce que les anglo-saxons appellent le signe des yeux. C'est-à-dire, quand vous voyez au cours d'une crise une fixité du regard comme en haut, c'est une crise épileptique temporale. Quand vous avez une révulsion des yeux latérale, c'est une crise convulsive. Quand vous avez une fermeture des yeux, c'est une CNEP.
Quand vous avez une révulsion verticale, elle est syncopale. Mais ça, c'est juste quelques orientations qui aident quand même énormément pour orienter le malade. Alors, maintenant, on a retenu la crise focale générale. Il faut bien sûr préciser le type de crise. Et là, comme l'a bien souligné mon collègue, c'est-à-dire les étiologies, quelles sont les causes de ces crises épileptiques. Et là, je peux vous dire qu'il y a une liste énorme. On ne peut pas tout citer comme étiologie entre les causes métaboliques, l'hypoglycémie électrolytique, la consommation excessive d'alcool, ce qu'on appelle les crises éthyliques, elles sont connues, et bien sûr certains médicaments. Et là, vous le connaissez mieux que moi, qu'il y a pas mal de médicaments pro-convulsivants. Et quand on le donne chez un malade déjà prédisposé, ça risque de donner une crise, comme les neuroleptiques, le tramadol, le baclofène. C'est des médicaments qui peuvent donc favoriser la survenue d'une crise. Alors, je passe sur ça, mais je m'arrêterai sur cette diapositive. Pourquoi? Parce que souvent, dans les crises d'épilepsie, on a des notions un peu erronées. On dit que le sommeil, le stress, oui. Le sommeil, le manque du sommeil, le stress excessif représente un facteur déclenchant très important. Même chez un malade épileptique connu, même chez un malade équilibré sous traitement, s'il y a une privation du sommeil, s'il est dans une situation de stress excessive, il risque de convulser. Donc, privation de sommeil, stress, c'est des facteurs déclenchants, mais ce n'est pas des étiologies. Par contre, il y a des situations qui peuvent également déclencher, c'est la lumière, la lecture, mais ça, c'est des crises rares. C'est ce qu'on appelle l'épilepsie de lecture, l'épilepsie photosensible, c'est-à-dire quand vous avez les jeux de lumière. Et d'ailleurs, il y a certaines épilepsies qui étaient déclenchées dans les boîtes de nuit, chez certains malades, parce qu'avec le jeu de lumière, les jeunes, ils faisaient des crises d'épilepsie, et c'est ça, on a un peu diagnostiqué ce type d'épilepsie qui est sensible à la lumière. Alors, quelles sont les investigations qu'on demande devant une crise d'épilepsie? Bien sûr, il y a un bilan de base, simple, rapide, glycémie, hydroélectrolytique et tout. Il y a le G, et le G, c'est j'ai quelque chose à vous dire. De message simple et clair, c'est qu'un EG normal, en dehors de la crise, bien sûr. C'est-à-dire, j'ai fait la crise hier, et je viens chez le médecin demain pour faire le G. Il peut être normal. Donc, un EG normal en intercritique n'exclut jamais une épilepsie ni une maladie épileptique. Deuxième message, plus on fait le EG proche de la crise, plus on a des chances de tomber sur des anomalies. Et si vous ne tombez pas sur des anomalies, il faut priver le patient du sommeil, mais sous contrôle médical, pas lors d'une fête, sous contrôle médical, pour provoquer plus de crises. C'est les trois messages simples concernant le EG quand on le demande chez un malade suspect d'épilepsie. Troisième examen après le bilan biologique, le EG, c'est l'IRM. Et là, quel est le message clé que je peux vous transmettre? C'est que l'IRM représente le gold standard quand on bilante un épileptique. Un scanner aux urgences permet d'exclure certaines choses, mais ne permet pas d'exclure toutes les étiologies possibles. Et c'est là où je vais vous passer rapidement quelques exemples. Là, vous voyez une patiente avec une crise d'épilepsie, que le scanner n'objective rien du tout, alors que quand on fait l'IRM, immédiatement, on voit l'anomalie, c'est un gliome. Donc, il faut se méfier d'un scanner faussement normal devant une crise. Donc, il faut une IRM. Pour moi, c'est le seul message que je peux donner rapidement. Et les exemples se multiplient, que ce soit une thrombose veineuse cérébrale, que ce soit un hématome sous-dural qui a donné des crises d'épilepsie, que ce soit une encéphalopathie postérieure sur une hypertension artérielle, les encéphalites et les abcès avec l'œdème qui peut donner. Donc, tout ça, c'est les étiologies possibles d'une crise d'épilepsie. Maintenant, on n'a rien trouvé sur l'IRM, sur le bilan hydroélectrolytique, et là, on tombe dans la maladie épileptique. Et la maladie épileptique, comme je vous ai dit, la crise tonico-clonique que vous connaissez ou la maladie tonico-clonique généralisée, ça ne représente que 40 à 50%. Alors, voilà le reste des étiologies et des crises. Là, quand vous voyez, par exemple, cette patiente qui vient acheter un médicament, prendre un médicament, ou bien quand il vient consulter, on a déjà le diagnostic. C'est ce qu'on appelle le diagnostic par inspection. Elle est rentrée chez vous, vous avez le diagnostic de la maladie et pourquoi elle fait les crises. C'est une maladie de Sturge-Weber qui donne des crises d'épilepsie, c'est une maladie génétique
avec un angiome facial caractéristique. Donc, mais ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas aussi facile. C'est compliqué les crises, et je préfère vous les passer en vidéo rapidement, parce que pour voir un peu ce que vous voyez, on peut cliquer rapidement sur la vidéo et les arrêter. J'ai commencé par le plus typique, c'est la crise tonico-clonique généralisée. Et heureusement, on n'assiste plus à ce type de crise fréquemment, heureusement, d'un côté parce qu'il y a une meilleure prise en charge, les gens ils prennent sur leur traitement, mais deuxièmement parce que malheureusement, ils se passent souvent la nuit, donc vous n'aurez pas l'occasion de les voir. Les crises tonico-cloniques, comme vous le voyez chez ce patient, avec la phase tonique, c'est-à-dire il est en rigidité importante, et après elle va faire des crises cloniques, c'est-à-dire les secousses classiques, même si parfois, dans la rue, on assiste parfois à des crises généralisées chez certains patients, par hasard. Et là, c'est les mouvements cloniques de la crise. Cliquez sur la vidéo, s'il vous plaît. Ça, c'est une autre crise. Ça, c'est l'adolescent, l'adulte jeune, c'est ce qu'on appelle les crises du réveil. C'est des adolescents qui font des crises au réveil. Quand la maman vient les chercher pour les réveiller, comme elle va les priver du sommeil d'une façon brutale, ça risque de déclencher une crise, ce qu'on appelle les crises tonico-cloniques du réveil. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer. Voilà. Oui, voilà. Mais voilà l'autre type de crise qu'on néglige souvent, c'est les absences. Les absences, elles sont fréquentes chez l'enfant, mais elles passent souvent inaperçues jusqu'à ce que le patient peut se compliquer de crise généralisée. C'est ce qu'on appelle les absences, que vous connaissez, le petit mal. Et l'absence, sa caractéristique, c'est qu'il se passe en quelques secondes. Là, par exemple, j'ai fait une absence, moi. Vous ne vous rendez pas compte que j'ai fait une absence? Alors, j'ai passé une absence. L'absence, c'est ça la définition. C'est quelques secondes d'arrêt, ce que j'ai fait, mais c'est une absence. Et c'est une crise d'épilepsie. Et ça nécessite un traitement. Et c'est tellement bref, c'est tellement, entre parenthèses, simple pour les parents ou pour les instituteurs à l'école qu'ils disent que c'est juste un trouble d'attention, c'est pas grave, hein, l'enfant il ne prête pas attention, il va s'améliorer, bon c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'on voit après? Ce qu'on appelle la régression scolaire. C'est un enfant brillant qui était très bien et brutalement, les instituteurs disent qu'il est en régression. Après, on pense, est-ce qu'il y a des problèmes psychologiques à la maison? Est-ce qu'il y a, bon, plusieurs facteurs? Alors, tout simplement, le malade, il fait beaucoup d'absences à l'école. Au cours des explications, au cours de l'examen, elle fait des arrêts. Elle n'arrive pas à suivre. Au cours de la lecture, elle s'arrête, elle n'arrive pas à suivre. Et il y a une régression des notes. Ce n'est pas un trouble de départ, un retard de départ, mais c'est une régression. C'est-à-dire l'enfant était brillant, et après, on note qu'il y a une régression. C'est parmi les causes qu'on doit rechercher. À côté des troubles psychologiques, c'est les absences. Et un diagnostic simple, c'est grâce à l'électroencéphalogramme. Là, je pense que je vais passer. Oui, on peut passer les vidéos, les trois à la fois, s'il vous plaît. Là, c'est juste regarder, surtout regarder la troisième. Bon, il y a plein de crises. Regardez la troisième en bas. Voilà. Ça, c'est une crise d'épilepsie. Mais c'est une crise atonique, qui ne dure qu'une seconde, peut-être. Elle a duré une seconde. Ce sont des crises atoniques. Voilà. Après, elle se rétablit. C'est-à-dire, la crise atonique, c'est que l'enfant est normal et après, il fait une résolution du tonus. Une déconnexion, une résolution. Si je vous montre ça, c'est pour montrer que les crises d'épilepsie, ce n'est pas ce qu'on connaît uniquement, la crise tonico-clonique, mais il y a plein de choses. On peut cliquer sur la droite, l'autre. Ça, c'est une crise d'épilepsie. Voilà, c'est un trouble du comportement. Et c'est ce qu'on appelle, voilà qu'est-ce qu'elle a fait. Ce qu'on appelle une crise épileptique giratoire. Giratoire, c'est-à-dire le patient il était bien et brutalement décharge hyperexcessive, hypersynchrone, corticale, et elle fait la crise giratoire, elle a tout cassé. Mais elle est en crise d'épilepsie. Tout ça, il y en a plein, je ne vais pas m'attarder. Parce qu'il y a beaucoup de sémiologie, pour arriver à la conduite à tenir et terminer, parce qu'il y a tellement de choses, mais malheureusement, je ne peux pas vous retarder encore plus. Voilà, il me reste 3 minutes, donc je vais essayer de faire vite. La conduite à tenir est immédiate. Immédiate, vous le savez mieux que moi, c'est-à-dire,
Mais ça, c'est un message de secourisme général qu'on doit connaître tous, tout le monde doit connaître que quand un patient est en pleine crise, surtout ne lui donnez pas à manger ou à boire quelque chose de sucré ou mettre quelque chose dans la bouche pour le sauver. Il faut le laisser tranquille. Moi, je le dis toujours. La seule chose, c'est qu'il faut le mettre sur la position de sécurité, libérer les voies aériennes. S'il y a beaucoup de monde qui vient le voir, il faut leur dire de s'écarter. Il vaut mieux le laisser tranquille pour respirer. Et éloigner les objets dangereux, parce que s'il fait la crise dans la chambre à coucher, avec les tables de nuit et tout, il peut avoir des fractures, il peut avoir des traumatismes. Donc il faut le mettre en position de sécurité et dans un environnement de sécurité. Et sécurisé, c'est le plus important, et ne rien donner. Peut-être s'il est dans les urgences, il faut faire un bilan. Et, message important, ce qu'on voit régulièrement, c'est l'injection des benzodiazépines. Elle n'est pas justifiée systématiquement. Et je pense que c'est le seul message que j'aimerais vous transmettre, c'est que mettre du benzodiazépinique n'est pas toujours indiqué. Elle est indiquée dans des situations particulières. Si le malade a fait la première crise et vous voyez qu'il va redémarrer la deuxième, il faut le faire. Et si le malade il est éthylique, ou bien elle est en sevrage de certains médicaments qu'on va voir, les benzodiazépiniques, et c'est les éthyliques, et vous voyez qu'il est venu dans une crise éthylique, il faut donner les benzodiazépiniques. Parce que les crises éthyliques, elles risquent de se prolonger et de se répéter. Donc c'est la seule situation où vous pouvez injecter des benzodiazépiniques. Est-ce qu'il faut hospitaliser le malade? Non, non. Il est souvent inutile. Souvent inutile. Il faut donner le bilan, donner le traitement, sauf l'hospitalisation devient impérative quand les crises elles se répètent, quand le malade rentre dans un état de mal, ou bien quand elle est éthylique ou il prenait des benzodiazépiniques. Vous savez très bien qu'il y a pas mal de gens qui prennent les benzodiazépiniques d'une façon aléatoire. Ils le prennent pour plusieurs raisons. Trouble du sommeil, pour l'anxiété, pour autre chose. Et donc, s'il est addict aux benzodiazépiniques et il fait une crise, il faut l'hospitaliser. Parce que c'est un malade qui risque de faire plusieurs crises après. S'il est en état de mal et s'il est éthylique. Le reste, c'est une discussion de cas par cas. Alors, après une première crise, un traitement n'est pas toujours indiqué. Et c'est le bilan étiologique, c'est l'évolution des choses qui peuvent nous donner une idée, ou bien le risque de se faire mal. Par contre, quand la crise se répète, il faut donner un antiépileptique. Et un antiépileptique, il y a des règles de prescription. Et parmi vous, qui peut me dire qu'on peut réunir tout ça? Bon, c'est de la théorie. Mais en pratique, c'est un peu compliqué d'avoir un antiépileptique, une efficacité élevée, une sécurité à long terme, une bonne tolérance, un faible potentiel d'interaction, une bonne qualité de vie. C'est compliqué de trouver une molécule aussi. Mais bon, on essaie effectivement dans la vraie vie, en pratique, de trouver la molécule adaptée au patient, adaptée au syndrome épileptique et qui a un peu ses caractéristiques. Et toujours, parmi les règles de prescription, c'est de rester dans la plage inférieure, la dose minimale efficace. Vous connaissez mieux que moi l'histoire des antiépileptiques. Et là, c'est ce que j'ai cité dans l'introduction, c'est qu'on agit sur le GABA, on agit sur le glutamate, ou bien on stabilise la membrane. Et là, vous voyez un peu les molécules qui agissent sur ce mécanisme physiopathologique. Et pour terminer, c'est que dans le principe du traitement, il faut mieux traiter, il ne faut pas aggraver. Mieux traiter en connaissant le syndrome. Si vous donnez du topiramate, si vous donnez de la lamotrigine pour une absence, vous risquez de l'aggraver. C'est le valproate qui marche. Si vous donnez par exemple, pour une épilepsie temporale, du phénobarbital, je ne parle pas des effets secondaires du phénobarbital, mais vous risquez de l'aggraver. Donc il faut mieux traiter, il faut insister sur ce point, et pour mieux traiter, il faut connaître le syndrome épileptique. Et il ne faut pas aggraver. Ne pas aggraver, moi j'aime bien cette diapositive parce qu'il vous montre exactement chaque molécule, qu'est-ce qu'elle peut aggraver comme syndrome épileptique. Et qui peut me faire une remarque sur cette liste de médicaments? Beaucoup d'absences, très bien. Les absences, elles s'aggravent avec tout. Donc il faut faire attention de ne pas les aggraver. Et deuxième remarque importante, on ne voit pas le valproate. Pourquoi? Parce que le valproate,
elle a un spectre large et elle n'aggrave pas ces syndromes. Mais malheureusement, on ne peut pas le donner chez la jeune femme. Et c'est un antiépileptique qui donne des encéphalopathies d'épakénémiques, si vous voyez sur le plan. Mais il ne figure pas parce qu'effectivement, et ça c'est la règle qu'on donne dans la prescription, quand on a un doute majeur sur le syndrome épileptique, on préfère le valproate en attendant de clarifier les choses. Donc si vous avez un doute, vous n'avez pas le droit de donner les autres parce qu'il risque d'aggraver certains symptômes. Voilà, il me restait, mais je préfère les prendre comme question, je vais vous l'annoncer déjà. C'est la grossesse, un grand chapitre, on peut garder toute une conférence sur la grossesse et antiépileptique, et le sujet âgé et démentiel. La gestion des antiépileptiques et des crises d'épilepsie, ces deux catégories, elle est un peu particulière, compliquée, mais gérable. Particulière, compliquée, gérable. La femme enceinte, parce que plein de médicaments donnent de la tératogénicité, et le sujet âgé, parce que la pharmacocinétique et la pharmacodynamique, elles changent chez le sujet âgé d'une façon physiologique. Et donc, il faut ajuster votre thérapeutique et vos doses en fonction de ces deux situations, et je vous remercie. Bonjour tout le monde. Alors, s'il vous plaît, je voudrais savoir la durée du traitement chez l'enfant par le valproate et son incrimination dans l'hyperactivité. Parce que j'ai eu un enfant qui a été traité pendant 4 ans pour un petit mal qui a été diagnostiqué avec le l'ECG, avec tout. Mais après, il y a eu de l'hyperactivité dont je souffre et dont il souffre jusqu'à présent. Donc la durée du traitement, et est-ce que ça a été vraiment comme quoi il est incriminé dans l'hyperactivité? Je vous remercie. Je commencerai par la deuxième. Incriminé directement de l'hyperactivité, non. Parce qu'il faut chercher du côté de testing neuropsychologique, de voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres causes à l'hyperactivité. Vous savez très bien que le valproate a été incriminé dans l'obésité de l'enfant, dans les troubles cognitifs. Les troubles cognitifs, oui. Les troubles de l'attention, les troubles du traitement d'information. Ça, c'est un peu les fonctions cognitives qui peuvent être touchées. Et ça a été incriminé même chez la femme enceinte qui prenait du valproate pendant une longue durée. Ça peut retentir effectivement sur le fœtus. L'incriminer directement, non. Ça n'a pas été rapporté. Peut-être qu'il faut faire plus d'études. Par contre, on voit des enfants hyperactifs qui peuvent développer des crises d'épilepsie, mais qui viennent dès le départ pour le syndrome d'hyperactivité et de troubles attentionnels. Voilà. La première question, la durée. La durée du traitement, elle est très discutée, même si vous allez trouver dans les recommandations, je mets toujours entre parenthèses les recommandations, c'est que les recommandations globales de l'arrêt d'un traitement antiépileptique, c'est d'avoir 2 ans libres de crise ou 5 ans libres de crise. Et ça, c'est les deux écoles. Il y a 2 écoles. Et même dans le même pays, on peut trouver des centres d'épilepsie qui exigent 2 ans libres et des centres qui exigent 5 ans libres de crise. C'est-à-dire que l'enfant ou le malade ne fait aucune crise sous traitement. Là, on peut discuter la dégression et l'arrêt. C'est-à-dire que ce n'est pas l'arrêt brutal. Et la dégression après un contrôle EEG. Ça, c'est un peu compliqué la gestion. C'est ce qu'on appelle l'EEG pré-arrêt. C'est-à-dire toujours, même si le malade est bien, quand on décide d'arrêter, on arrête progressivement et on fait un électroencéphalogramme. Parce que parfois, cliniquement, le malade ne fait pas de signes, mais électriquement, il y a des choses. Et ça permet de décider dans l'arrêt. D'accord ? Bonjour. S'il vous plaît, la place du Rivotril dans le traitement des épilepsies. Merci. Vous connaissez mieux que moi le Rivotril, on ne l'a pas déjà, mais ce n'est pas la raison pour laquelle, mais on l'évite au maximum, avec ses effets secondaires très compliqués, mais on le garde effectivement, vous avez raison, on le garde pour certaines indications, notamment dans les crises myocloniques sévères, pharmacorésistantes de l'enfant. Et là, si vous vous rappelez bien, il y avait une vidéo où l'enfant avait
ces crises de la joue gauche, c'est un syndrome de Rasmussen, et le syndrome de Rasmussen, c'est parmi les syndromes épileptiques sévères, pharmacorésistants. Et chez cet enfant, on a donné du Rivotril, effectivement. Mais vous le savez très bien, oui, ça a marché. Oui, ça a marché. Mais vous savez très bien un peu les complications, la surveillance. Pour se procurer le traitement, c'est compliqué. Et si on le procure pour une période et on fait le sevrage brutal par obligation, c'est catastrophique. Il y a un effet rebond très important. Donc, il y a des petites indications, mais bon. Mais si on arrive à faire par autre chose, maintenant, le lévétiracétam, que vous connaissez très bien, elle a permis de pallier la place du Rivotril pour certaines indications, notamment les myoclonies. Elle donne pas mal d'effets bénéfiques. Je vous en prie. Oui, il y a une... Bonjour, professeur. Merci pour votre exposé complet et très riche. Bon, en fait, moi, j'ai deux questions. La première, je l'ai vécue en personne. J'étais dans une mosquée où un homme il est venu faire sa prière et il a fait une crise d'épilepsie. Devant cette situation, quelle est la conduite à faire? Surtout que les gens étaient occupés par la prière et personne n'a osé de toucher ou bien de lui donner quelque chose pour le sauver de cette situation. Et ma deuxième question, ça concerne cette technologie maintenant digitale, surtout les portables, les laptops et tout ça, parce qu'on remarque qu'il y a beaucoup d'enfants qui restent liés à ces appareils-là et par la suite ils font des crises d'épilepsie ou bien des crises de synacope. Merci. D'accord. Merci à vous. Pour la première question, je peux vous dire simplement que prendre en charge ce patient passe avant la prière. Donc il faut arrêter la prière et prendre en charge le patient, au moins une ou deux personnes, c'est impératif, c'est-à-dire au moins de le mettre sur la position de sécurité, de lui libérer les voies aériennes. Ça, vous avez parfaitement raison, c'est des situations, moi j'ai vécu, mais ça fait longtemps, en passant par une boulevard à Casablanca, il y avait un gardien de voiture qui a fait la crise devant moi. Moi j'étais obligé de m'arrêter et juste de le libérer parce qu'il y avait tout le monde qui venait l'encombrer. Donc des situations pareilles, il faut faire le nécessaire. Donc il faut arrêter la prière et faire le nécessaire avec le patient, après reprendre. Et le nécessaire, c'est ce que je viens de dire. Ne lui donner ni à manger, ni à boire, ni sucre, ni rien du tout. Le mettre sur la position latérale et normalement appeler les secours, normalement, pour le conduire au centre le plus proche pour voir la glycémie. On vient de le dire. Peut-être juste le dextro, faire la glycémie, permettra de poser le diagnostic d'une hypoglycémie, corriger l'hypoglycémie, le malade se réveille, il part chez lui, il n'y a aucun souci. C'est parmi les étiologies simples à diagnostiquer, à traiter, mais qu'on oublie souvent. Je le dis toujours, aux urgences neurologiques, parmi les messages qu'on passe à nos résidents, c'est que le premier test à faire chez un patient qui vient pour trouble de conscience en neurologie, c'est la glycémie capillaire. Ça vous sauve la vie, ça vous permet de poser le diagnostic, de faire le nécessaire en quelques secondes. Glycémie capillaire, hypoglycémie, hyperglycémie, quelque chose qui permet de résoudre l'énigme de ce trouble de conscience, au moins avant de se lancer dans le scanner et dans. La deuxième chose, c'est les appareils connectés. Les appareils connectés, je vais scinder rapidement en deux lignes. Il y a ce qu'on appelle les épilepsies photogéniques. Mais c'est une épilepsie qui est plus fréquente au Japon et en Asie. C'est les épilepsies photogéniques, c'est-à-dire quand je suis exposé à une lumière, surtout quand je ne suis pas protégé, les lumières bleues, bon, je fais la crise. Ça, c'est les épilepsies photogéniques, c'est-à-dire qui sont liées directement. Et là, effectivement, les appareils, les jeux, tout ce que vous voulez, ça déclenche. Et il y a la lumière comme facteur déclenchant. L'épilepsie photogénique, elle est génétique, elle est connue, bien établie, il n'y a pas de problème. Il y a le facteur déclenchant lumière qui est présent par deux phénomènes. Il y a l'exposition prolongée, ça stimule les neurones. Et on sait très bien que la lumière, elle provoque ce qu'on appelle les myoclonies. Je n'ai pas eu le temps de vous passer les vidéos de la myoclonie avec stimulation lumineuse. Et deuxièmement, parce que travailler sur l'iPad, le téléphone, le soir, en se couchant, c'est parmi les conseils qu'on donne aux jeunes épileptiques, ça entraîne ce qu'on appelle la perturbation du cycle du sommeil. Et surtout les jeunes qui gardent le téléphone à côté et qui n'est pas en mode avion, silencieux, et quand il reçoit un message d'un ami, il y a la luminosité et il y a le bruit.
Et rien que ça a été démontré que ça peut déclencher des crises, parce qu'elle a coupé son sommeil, elle a perturbé son sommeil, elle peut criser le matin. Donc il intervient par ces deux phénomènes. Et donc on conseille effectivement aux jeunes de modérer, de bien gérer un peu leur... Bonjour tout le monde. Je vous remercie pour cette présentation intéressante. J'ai 3 questions. Je suis un pharmacien externe. Durant mon stage à la pharmacie, une femme vient à la pharmacie pour demander un conseil. Elle m'a dit que sa fille, quand elle dort, elle fait des mouvements latéraux du mâchoire inférieur tout en forçant les dents. De façon à la femme, elle m'a dit qu'elle entende les frottements des dents quand elle dort, la fille. Moi, j'ai dit que ce n'est pas une épilepsie. Pour la deuxième question concernant la physiopathe, vous avez insisté sur la balance glutamate et GABA. Est-ce que le glutamate qu'on consomme, la glutamate qu'on consomme qui se trouve dans certaines formulations médicamenteuses, par exemple le magnésium avec glutamate, influence la gravité des crises épileptiques? Et ma dernière question concernant la tolérance, est-ce qu'il y a une tolérance de traitement nécessite un changement de la molécule? Merci. L'intolérance. Bon, rapidement, pour la première, je ne peux pas vous répondre. Il faut voir la patiente, c'est un peu compliqué, parce que s'il y a un grincement des dents, c'est compliqué, je ne peux pas répondre. Il faut voir, j'ai zappé une diapo, c'est-à-dire l'anamnèse, c'est très important. Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est dans des conditions particulières, des signes associés? Je ne peux pas lui dire ni c'est une crise, ni c'est pas une crise. Il faut peut-être la revoir, faire les investigations nécessaires. Glutamate avec les doses qui existent dans certains médicaments, non, ça n'influence pas, parce que le métabolisme cérébral a ses moyens d'autodéfense pour réguler l'équilibre, sauf si il y a des choses qui passent la barrière et qui peuvent influencer, mais ça n'a jamais été rapporté. La troisième, oui, quand on a une intolérance d'un des médicaments, on est obligé de switcher. Un malade qui fait des troubles hématologiques, une thrombopénie, on a vu des thrombopénies sous valproate, qui fait des troubles hépatiques, on a vu des gamma-GT au plafond sous pas mal de médicaments, on est obligé de switcher et peut-être après réintroduire. Et parfois, si l'anomalie hépatique ou hématologique persiste, on est obligé de chercher le pourquoi, parce que peut-être que le malade a une hépatite qu'on n'a pas fait attention et qui a donné ça. Donc, intolérance, et je ne parle pas des cas de ce qu'on appelle les effets secondaires indiscutables. C'est quoi? C'est la toxidermie. Le syndrome de Lyell représente une contre-indication absolue aux médicaments. Il faut le mentionner sur le carnet patient épileptique, c'est-à-dire l'amotrégine, par exemple, le carbamazépine, contre-indiqué. Il ne doit pas revenir à ce médicament. Vous voyez? Donc ça dépend de la molécule, ça dépend de l'effet secondaire. Parce que le syndrome de Lyell représente un effet secondaire mortel, parfois. Donc on ne peut pas se permettre de dire « je vais réintroduire ». Elle a fait une réaction, c'est fini. Il ne prend plus ce médicament, il passe à autre chose.